Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai interviewé Fishtik, donc c'est Landry, Lan, de la chaîne YouTube Fishtik. Et avant de commencer, je voulais simplement remercier Lan d'avoir accepté cette petite interview. Pour le soutenir financièrement, tu peux également te procurer des casquettes à l'effigie de Fishtik, des t-shirts également, des porte-clés, mais aussi du matériel neuf et de seconde main que tu pourras trouver dans le lien que je te mets sous la vidéo. Tu vas voir, il y a moyen de se faire plaisir. Il y a des plombs, des cannes, des moulinets, des leurres que tu peux acheter pour soutenir financièrement Fishtik, et c'est hyper important. Je te laisse désormais avec l'interview du coup de Fishtik. J'espère que tu auras du courage pour la regarder entièrement, mais tu vas voir, c'est plutôt intéressant, c'est même très intéressant. Et en plus, si tu aimes la pêche, une discussion entre passionnés, on en consomme sans modération. Allez, je te laisse directement avec l'interview. Bon, alors, comment tu vas aujourd'hui en termes de vie de pêcheur, un petit peu en ce moment compliqué, on va dire? Je fais comme je peux. Donc en fait, je continue à pêcher. La grosse particularité, pareil, je suis pas le seul, hein, mais en fait, je continue à pêcher, mais virtuellement. Donc je joue sur des jeux vidéo de pêche. Là, pour le moment, je suis sur Fishing Planet, là, qui est un jeu qui est assez sympa. Ça permet de passer le temps et de pas trop penser, parce qu'il fait beau en plus pour le moment, c'est vraiment dégueulasse. Et ça évite de penser au fait qu'on pourrait être dehors et qu'on pourrait aller à la pêche. Mais voilà, c'est une période un peu compliquée et on fait avec, hein, on reste chez nous. Enfin, moi, en tout cas, je reste chez moi. Je crois qu'ici, sur les 2 semaines, je suis sorti une fois juste pour aller faire les courses. Donc voilà, je respecte le confinement à fond. C'est un peu le principe on sait que, quand on écoute les médias, qu'on peut sauver des vies si on rentre en contact avec personne. Donc voilà, peut-être je suis porteur du virus et j'en sais rien. C'est vrai que je suis un baroudeur qui part un peu partout. J'étais encore à Rotterdam il y a 2 semaines et demie. Donc j'ai pris le métro, etc. Je suis peut-être porteur du virus. Donc du coup, je vois plus personne et j'essaye de sauver un peu tous les gens qui sont autour de moi et tous mes proches, quoi. Ouais, bah pareil, moi je bouge pas de chez moi et c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que du coup, pour les personnes qui te connaissent pas, tu peux un petit peu te présenter, dire comment tu as connu la pêche, depuis quand, aujourd'hui tu as une chaîne YouTube, tu peux nous en parler un petit peu plus et voilà quoi. Ok, bah, pas de problème. Donc moi, je pêche depuis que je suis tout petit en fait. Donc je m'appelle Len, c'est comme ça que je me prénomme et c'est comme ça qu'on m'appelle la plupart du temps. Sauf que de plus en plus, on commence à m'appeler Fishtik, c'est le nom que porte ma chaîne YouTube, aussi ma page Facebook, etc. C'est un peu le pseudonyme qui a été créé autour de tout mon monde de pêche, tout mon monde halieutique. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui m'appellent quand même Fishtik. Mais voilà, après, c'est Len, c'est peut-être plus intime, mais les gens m'appellent aussi Len, il n'y a pas de souci avec ça. J'ai commencé à pêcher quand j'étais super jeune. C'était mon père qui m'avait mis à la pêche. J'étais en vacances en Espagne et il y avait un petit port. Là, on a été pêcher en mer. C'était les premières fois, je devais avoir, je sais pas, peut-être 3 ans, quelque chose comme ça. Mon père qui aime la pêche mais qui n'est pas du tout un grand pêcheur, hein, c'est un pêcheur du dimanche, il aime bien aller comme ça de temps en temps pour le concept de la pêche. Puis j'ai mon grand-père qui lui était un fan de pêche, hein, de pêche et de plongée, qui m'avait emmené quand j'étais déjà un peu plus âgé, donc je devais avoir genre entre 7 et 10 ans, et il m'emmenait pêcher dans des pêcheries à truites, donc comme un bon viandard, quoi. Tu vois, on allait dans les pêcheries à truites, on allait attraper des truites, on les mettait dans notre bourriche, puis on les ramenait à la maison et on les mangeait. C'est le concept de la pêcherie, ça existe toujours. Et bon, je suis un peu moins fan, mais ça reste quand même quelque chose qu'on fait. À la base, de la pêche, c'est quand même aussi pour manger. Donc, voilà, on peut aucun problème avec ça. Sauf que dans les cours d'eau, etc., aujourd'hui, je pratique le no-kill. Si je reprends un poisson par an, c'est beaucoup. Tu vois, je pratique vraiment le no-kill. Je fais ça pour le sport de la pêche. Et puis, on sait que les populations de poissons dans les cours d'eau, que ce soit les rivières, ça c'est les pires, mais même dans les fleuves, dans les lacs, etc., on sait que la population n'est pas très grande. Donc, si on commence à chaque fois à pêcher et reprendre les poissons qu'on pêche, du coup, il n'y en aurait plus. Et le sport qu'on pratique, qui est la pêche sportive, du coup, on n'arriverait plus trop à le pratiquer. Donc voilà, moi, de principe, je suis pêcheur no-kill. Là où je suis un peu moins regardant, c'est pour la pêche en mer, parce que je trouve que la population de poissons en mer, elle est beaucoup plus grande. À côté de nous, on a des pêcheurs au filet, etc. Donc voilà, quand je dis que je reprends peut-être un poisson sur l'année, c'est généralement quand je fais une pêche en mer. Et comme j'en fais pas souvent, ça, c'est peut-être une fois par an. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai commencé la pêche. Je vous ai un peu ma petite histoire sur la pêche. Après, il y a YouTube. Peut-être tu veux savoir aussi. Allez, ouais, pourquoi pas. Comment ça m'est arrivé. Et ouais, comment t'as créé ta chaîne et tout.
Ouais, ben, en fait, la chaîne, elle a été créée, je dirais, il y a 8 ans maintenant. Ouais, en 2012. J'avais déjà une GoPro, donc j'avais déjà une petite caméra embarquée. C'était la GoPro Hero 2, donc Ouais. Au une des tout toutes début. premières, quoi, Ouais. la GoPro. Je l'avais achetée parce que je roulais en moto et que j'ai toujours aimé les sports d'extérieur, donc les sports outdoor. Et j'avais acheté ça parce que quand je partais en vacances, je voulais aller filmer sous l'eau. Je me Ouais. rappelle encore, avant la GoPro Hero 2, j'avais une caméra d'action. Je me rappelle même plus du nom, ça ressemblait à un gros suppositoire, tu vois. Ouais. Et j'avais cette caméra-là, elle avait une qualité d'image extrêmement pourrie. Ouais. Et j'étais parti en Grèce et j'avais utilisé cette caméra. On avait fait une descente dans des gorges et tout. J'avais filmé, je trouvais ça génial. Je l'avais fixé sur un support, sur mon sac, comme ça. Ouais. C'était vraiment le tout début des caméras d'action. Et à la fin des gorges, on arrivait sur la Méditerranée. Et puis là, j'avais été plongé et j'avais vu une orphie. Mais elle était géante, quoi. Ouais. Et je l'avais filmé. J'étais parti en plongée avec un tuba, tu vois. Et j'étais parti, j'avais filmé. La caméra, elle était genre à 1 mètre du poisson. J'étais tout fou. J'ai mis les vidéos sur mon PC. Et là, je me suis dit, je vais pouvoir montrer cette orphie à tous les membres de ma famille. Ouais. Et en fait, sur la caméra, la qualité, elle était tellement pourrie qu'on voyait même pas un poisson, quoi. Tu vois, on voyait une ombre de loin, mais c'est tout ce qu'on voyait. Et je me suis dit, purée, je kiffe le concept de la caméra d'action, mais avec celle-là, c'était un peu compliqué, quoi. Et donc, la petite caméra que j'avais, du coup, je l'ai revendue et puis je me suis acheté la GoPro Hero 2 qui était à ce moment-là le top du marché. Ouais. Et alors là, comme je faisais de la moto enduro, je l'utilisais pour ça. Je l'utilisais quand je partais en vacances, filmer un peu tout, dans les piscines et tout ça. C'était très cool. Et puis ma femme, en fait, moi je jouais pas mal à des jeux vidéo et ma copine de ce moment-là, elle arrêtait pas de me dire, parce que là, elle était enceinte, je suis papa, en fait, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petits garçons, et elle arrêtait pas de me dire, ouais, tu fais rien de ta vie, les jeux vidéo, c'est pas bon, c'est ça que tu veux leur montrer plus tard, c'est pas quelque chose de positif, et c'est vrai, je me suis remis en question, et je me suis dit, ouais, c'est vrai, c'est pas un sport d'extérieur, les jeux vidéo, pourtant j'aime bien les sports d'extérieur, faudrait que je fasse autre chose. Et là, j'ai réfléchi un petit peu à tout ce que j'avais. Donc, j'ai fait plein de trucs. J'ai fait du ping-pong, je fais du foot, je fais du tennis. Et je me suis dit, j'arrive pas à retrouver le truc où je suis fan. Et j'ai réfléchi un petit peu à tout. Et puis, je suis retombé sur la pêche. Et je fais, putain, la pêche, depuis que je suis tout petit, je fais de la pêche. Ouais. J'ai toujours passé des bons moments au bord de l'eau. Ouais. J'ai que des bons souvenirs. J'ai été pêcher avec des amis, on faisait des pêches à la carpe et des trucs comme ça, mais en tant qu'amateur, hein, tu vois, on avait un petit bouchon, on mettait un grain de maïs et on allait pêcher la carpe, quoi. Et je me suis rappelé ça et je me suis dit, purée, mais la pêche, c'est quand même un truc que j'ai toujours aimé et j'ai toujours passé des bons moments. Et j'ai envie d'aller plus loin. Et la pêche au carnassier, je connaissais pas trop, donc ouais, j'avais bien pêché à la cuillère, des trucs comme ça en rivière, mais sans connaître la panoplie des leurres qui existaient sur le marché. Et j'avais été faire une petite pêche avec mon père dans une rivière où on avait attrapé des brochets et ça m'avait vachement attiré, tu vois, c'était des petits curls, ça s'appelait je sais plus si c'était de la Lande ou Mr Twister, enfin c'était des leurres, il y avait pas beaucoup de leurres encore. Il y avait pas autant de choix, quoi. Comme ça. Et donc là, du coup, je me suis vachement intéressé, je commençais à regarder des vidéos sur internet et je me rappelle sur YouTube, il y avait un gars, il s'appelait il va se reconnaître, je ne sais pas s'il regardera, mais il s'appelait Aquabidule, c'est un des premiers youtubeurs. Hein. Il y en avait 3 en fait, des youtubeurs de pêche à ce moment-là. Enfin 3, il y en avait peut-être d'autres, mais il y en avait 3 plus importants qui mettaient beaucoup de contenu. Il y avait Aquabidule, il y avait Aminiac et il y avait Feeling Fishing. C'était les 3 plus grandes chaînes qui existaient quand YouTube a pris les caméras d'action étaient sur le marché, quoi. Et là, du coup, comme j'avais une caméra et tout, j'ai commencé à pêcher et je filmais pour pouvoir ramener des images à la maison à mon ex-compagne pour lui montrer que j'allais bien à la pêche parce qu'elle me disait, tu me dis que tu pars à la pêche? Ah ouais, ok. T'as pas de poisson. Ouais, parce que là, tu pratiquais déjà le no-kill. Probablement parce que elle avait peur que j'allais voir ailleurs ou autre chose, elle n'avait pas confiance en moi. Et je lui disais non, je vais bien à la pêche. Je dis écoute, je vais commencer à prendre ma caméra et comme ça je te ramènerai un peu les endroits où j'étais pêché, je pourrais te montrer, quoi. Et je trouvais ça cool. Et puis comme j'avais vu les vidéos YouTube, je m'étais dit, quitte à filmer, en plus j'ai déjà tout le matos, pourquoi je ne mettrais pas mes vidéos
sur YouTube. Ouais. Tu vois, je vais apprendre un petit peu le montage vidéo parce que j'ai aucune formation là-dedans. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Ouais. Donc, j'ai commencé de rien, juste parce que j'avais le matériel et que je devais prouver à mon ex-compagne que j'allais bien à la pêche, quoi. Et je commençais à faire ça. Puis je me suis pris au jeu de YouTube, de faire une vidéo et de la poster et puis d'essayer de plaire, quoi. Parce Ouais. que c'est un petit peu le jeu. Ah, et toi, t'es youtubeur aussi. Tu fais aussi des vidéos. Ben, tu le fais pour toi d'une manière, mais c'est aussi un challenge, tu vois, de dire, je vais essayer de trouver ce que les gens aiment bien, quoi. Et ce qui n'est pas encore Donc, fait si déjà. tu fais une vidéo et que, je sais pas, moi, tu as 1000 vues et que tu as 5 personnes qui ont liké ta vidéo et 50 qui ont dislike, tu te dis, OK, ce que j'ai fait, les gens, en fait, ils aiment pas. Peut-être que toi, tu aimes bien personnellement, mais mais pas les gens, ils ont pas aimé ce que tu as fait. Alors que là, il faut essayer de réfléchir et te mettre dans la tête des autres et te dire, OK, il y a moi en tant que personne, mais tu as plein de monde dans la société et cette communauté, elles aiment toutes des choses différentes. Il faut essayer de trouver le truc qui plaît le plus. Et j'ai cherché, j'ai regardé un petit peu, j'ai regardé plein d'autres vidéos sur YouTube. Qu'est-ce qui marche pas. Quand j'ai commencé, j'ai beaucoup pêché en rivière, pêché à la truite. Puis je me suis redirigé beaucoup plus vers le carnassier et surtout le brochet, parce que j'ai vu que ça plaisait et puis surtout ça m'a plu à moi, quoi. Moi, c'est le poisson que je préfère traquer. Donc pour moi, c'est vraiment le roi de l'eau douce. C'est le poisson qui est pour moi le plus, je ne veux pas dire joli, mais qui représente vraiment le carnassier par excellence. C'est pas le plus gros vu qu'il y a quand même le silure derrière, mais en termes de sensations, pas spécialement de combat, mais en termes de sensations, des attaques, etc., c'est vraiment le poisson que je kiffe par-dessus tout. C'est celui que je préfère traquer et aujourd'hui je le connais assez bien, tu vois, je me suis vraiment spécialisé dans ce type de pêche-là. Et voilà, mais aujourd'hui la chaîne YouTube, elle a bien pris, donc j'ai réussi à trouver les petits trucs qui font que j'ai réussi à faire à plaire aux gens, quoi, et à trouver ce que les gens aiment bien et à faire des vidéos pour eux, hein, parce que je le fais pour moi aussi, il faut pas croire, mais je le fais surtout pour partager ma passion, mais partager de façon à ce que les gens puissent se divertir, tu vois. J'aime bien ce côté partage et divertissement. Et divertissement à fond de balle, tu vois, c'est vraiment le concept de ma chaîne. C'est vraiment de divertir les gens, de leur proposer des contenus qui sont parfois un peu fous, avec des défis ou des trucs comme ça que... Allez, j'ai été pêcher le brochet avec un leurre en forme de... Ouais, j'ai vu ça. On va dire ça. C'est débile, tu vois, parce que mais ça cette journée-là, j'aurais probablement attrapé plus de brochets si j'avais pêché avec des leurres, je vais pas dire de meilleure qualité, mais... Des leurres qui rentrent plus dans les standards, quoi. Ouais, qui sont plus standards, mais qui ont fait leurs preuves, avec lesquels j'ai l'habitude de pêcher et que je sais que j'aurais attrapé plus de poissons. Mais voilà, pour le concept de se dire, OK, là, c'était vraiment ce divertissement, tu vois, pour créer quelque chose que les gens vont rigoler, qui vont être chez eux, ils vont dire, allez, c'était vraiment cool, le gars, il a réussi à pêcher avec un truc inimaginable. Voilà, moi, derrière, moi, j'ai le sourire et c'est ça qui me plaît, en fait, sur YouTube, c'est de pouvoir partager. Donc après, souvent, on me traite de gars qui met des titres putaclic ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment des titres qui sont... Enfin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le putaclic, c'est une image et un titre qui accroche, tu vois, pour que les gens se disent, tiens, qu'est-ce qu'il a foutu, je vais cliquer et voir la vidéo. Ben, pour moi, c'est hyper important parce que quand je mets une vidéo sur Internet, le but, c'est qu'elle soit regardée. Bah oui, faut que le titre soit pertinent, quoi. Moi, c'est juste la porte pour dire, venez voir, je vous ai fabriqué un contenu qui est intéressant, qui va probablement vous plaire, tu vois. Allez, à l'époque, ça marchait pas comme ça, mais tu mettais une vidéo, tu mets je pêche le brochet en GoPro Full HD. C'est pas très pertinent. Tu étais tout seul. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est devenu, je sais pas, une poubelle géante de vidéos. Parce que tu as énormément de youtubeurs, tu as tout le monde qui propose du contenu, mais tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Tu vas pouvoir t'égarer dans des vidéos où tu es là, tu vas regarder, puis tu vas dire c'était vraiment nul. Et moi, mon but, j'essaie de proposer des vidéos qui plaisent dans l'ensemble. Si ma chaîne elle a grandi, c'est que ce que je fais, les gens aiment bien. Donc j'essaie de les mettre le plus en avant possible, ressortir de tout solo pour dire, écoutez, regardez, j'ai passé 10 heures de montage vidéo. J'ai passé 2 heures à faire de la communication, du marketing pour pouvoir essayer de la mettre en avant. C'est pour qu'elle soit regardée, tu vois. Ouais, je vois. Donc
vraiment, voilà, c'est le concept de YouTube. Et donc, du coup, alors aujourd'hui, ta chaîne YouTube Fishtick, elle a cartonné parce que tu es quand même un petit peu dans le top 5 des chaînes YouTube, que ce soit en France ou en Belgique. Puisque aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, tu as 175 vidéos avec plus de bientôt 90 000 abonnés. Et donc, une chaîne que tu as créée en 2012, il me semble. Qu'est-ce que je voulais dire, comment dire, est-ce que tu as des projets futurs, que ce soit dans ta chaîne, par exemple, comme tu me disais tout à l'heure, tu proposes des produits que tu as eu via des sponsors, les casquettes que tu portes là maintenant, les t-shirts. Est-ce que du coup tu peux déjà nous parler un petit peu de ce que tu mets en avant et un petit peu comment on peut te soutenir financièrement, et voilà, si tu as des projets un petit peu pour la suite. Ouais, ben, effectivement, ça prend énormément de temps de créer des vidéos. Comme je l'expliquais tout à l'heure, je mets entre 6 heures et 15 heures de montage vidéo pour sortir une vidéo qui fait entre 10 et 20 minutes. Ça donne un peu une idée. Donc, ben, forcément, ça me prend beaucoup de temps, tout ça. Quand on voit qu'on sort une vidéo par semaine, en gros, je passe quasi une journée de travail par semaine pour vous sortir dans l'ensemble une vidéo, quoi. Une journée intensive, quoi. Ouais, ça représente beaucoup de temps. C'est clair que si j'utilisais ce temps que pas dans une chaîne YouTube, mais que j'utilisais ce temps-là pour aller travailler, je sais pas moi, n'importe où. Enfin, moi, je suis électricien, donc si j'allais en tant qu'électricien travailler une journée, bah, ça me rapporterait plus ou moins 100 euros. Quoi. Ce que je n'ai jamais sur YouTube. Donc, YouTube pour moi, c'est vraiment quelque chose que je garde par passion parce que j'aime ça, mais c'est pas mon gagne-pain. Pour moi, mon gagne-pain, il est ailleurs. Et c'est sûr que ben, au plus il y a des gens qui participent, et c'est pour ça que j'ai créé aussi des ventes de casquettes et des choses comme ça, parce que de un, c'était demandé, mais de deux, ça permet d'avoir un soutien financier. Alors c'est vrai que les gens, ils ont parfois du mal à comprendre. Ils se disent ouais, mais tu gagnes de l'argent, tu vends tes trucs, tu reçois du matériel de pêche. Mais en gros, tu nous voles. En fait, c'est pas vrai du tout, parce que, enfin, comme je l'expliquais avant, si j'irais travailler, ça me rapporterait beaucoup plus d'argent. Donc, non, c'est pas une question de vol, c'est une question de soutien financier. Et même, moi, j'ai des factures comme tout le monde. J'ai 2 enfants. Je dois leur créer un avenir. J'ai besoin de m'acheter du matériel aussi pour faire de la vidéo. Je sais pas, une caméra, par exemple, j'ai dû racheter le dernier modèle de GoPro qu'il y avait sur le marché pour rester à la page au niveau technologie. Ça coûte bien 400 €, quoi. Et offrir des belles qualités d'image et de son, etc. Ça m'a coûté 500 €, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis après, là, c'est pas pour mon plaisir, c'est pour le partage. Ouais. C'est de l'argent. Tu sais, 500 € avant de vendre gagner 500 € en casquette, ça me prend 2 ans, quoi. Il faut pas croire que je vends des casquettes chaque semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Une casquette, je dois les acheter aussi à la base. Moi, j'appelle ça de l'esclavage moderne, en fait, parce qu'on te dit, en gros, depuis 5 ans, tu nous fais du contenu gratuit, donc un petit peu, je t'oblige à continuer, parce que sinon, je regarde plus tes vidéos, tu vois. Du moment où tu tires un petit peu profit de ta chaîne, et enfin, ça plaît pas, donc voilà. Après, c'est dommage, mais c'est comme ça. T'as souvent des gens qui comprennent pas le concept et qui se disent, en tant que youtubeur, t'es un voleur, quoi. Tu gagnes super bien, tu gagnes plein de choses et t'offres rien. Et en fait, c'est pas vrai du tout, parce que si je dois compter mon nombre d'heures de travail et l'argent que je gagne en faisant ça, je crois que je gagne du 1 € de l'heure, quoi. Ouais, c'est ça. 1 € de l'heure, c'est quoi? Tu vois, les gens qui peuvent... Il y a toujours des gens qui critiquent parce que ça reste les réseaux sociaux, donc il faut toujours mettre ça entre parenthèses. Ouais, t'as raison. Toujours des gens qui comprendront pas le concept, mais voilà, c'est toujours cool quand on a une petite interview comme ça, d'expliquer un peu plus en détail, de voir un peu les coulisses. Et il faut savoir que, comme tu le disais, moi je suis dans le top 5 des plus grandes chaînes YouTube de pêche, donc j'ai quand même beaucoup de vues par rapport aux vidéos de pêche, parce que quand tu fais des vidéos autre chose sur YouTube, et en fait on est catalogué comme youtubeur comparable à un youtubeur qui fait des millions de vues à chaque vidéo. Le gars qui fait des millions de vues à chaque vidéo, il va gagner 10 000 € par mois. Tu vois. Toi, en tant que youtubeur de pêche, tu vas faire 10 000 vues. Tu vas gagner par mois entre 100 et 300 €, je veux dire. Et encore, c'est taxable. Donc, ça à prendre à la légère. Mais quand tu gagnes, je sais pas moi, 150 € par mois à faire des vidéos, ouais, si tu es étudiant et tout ça, c'est cool. C'est un petit revenu complémentaire. Tu gagnes 150 €, tu t'amuses. Mais
quelqu'un moi, qui a une vie à côté et qui doit payer des c'est factures et tout. c'est un caddie de course, quoi. J'ai 2 enfants, je vais faire 150 euros, je vais une fois au magasin, c'est éclaté. Ouais. Donc ça représente rien du tout. Et le nombre d'heures que je passe pour ça, c'est ridicule, tu vois. Donc, ouais, faut parfois un peu ouvrir les yeux et ouais, on est catalogué comme youtubeur, mais ça reste, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc, ouais, on demande surtout à la communauté d'avoir du soutien, tu vois, même Ouais, un voilà, petit commentaire. Juste un petit commentaire, dire cool ta vidéo, ou c'était chouette, merci, plaisir des yeux, tu nous as divertis. Bah, moi, je trouve ça génial. Même si j'y réponds pas, les commentaires, je les regarde. Et je réponds de moins en moins parce que j'ai pas beaucoup le temps, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Bah ouais, carrément. On propose du contenu gratuit. Si tu enlèves YouTube aujourd'hui, il y en a plein qui pleurent, quoi. Ah bah totalement. Ça, on est d'accord. Bah ouais, parce que, et pourtant, c'est les premiers qui vont critiquer, qui vont dire ouais, t'as reçu une canne à pêche. Bah ouais, j'ai reçu une canne à pêche à 50 euros ou une canne à pêche à 100 euros. Bah à côté, j'ai passé 10 heures pour faire une vidéo où j'en parle de la. Enfin, tu reçois pas du matériel par hasard, quoi. Ouais, c'est ça. Alors moi, évidemment, la promotion de produits, ça on peut en parler aussi, mais la promotion d'articles de pêche. Alors il faut savoir, dans le marché de la pêche, t'as des leurres ou des cannes à pêche, t'en as des millions, quoi. Alors, les marques, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Les marques, elles sont là, genre, on a passé des heures d'ingénierie, on a fabriqué une canne, on a travaillé le design, etc. Elle est super belle, personne ne va l'acheter parce que personne ne sait qu'elle existe. On a besoin de personnes qui font de la communication. Alors, ça peut être des magazines de pêche, les magasins de pêche, qui vont influencer, qui ont quand les même une vendeurs, les communauté, magasins de pêche qui vont conseiller du matériel, etc. Mais les youtubeurs, aujourd'hui, ils font clairement partie aussi, les blogueurs, etc. Ils font partie de cette chaîne de communication qui disent ok, regardez, vous cherchez une canne pour pêcher le brochet à tel budget, etc. Ben, tu regardes des vidéos sur YouTube, tu vas aller sur des blogs, tu vas te renseigner comme ça, et c'est là que tu vas trouver ce que tu as vraiment besoin. Et donc, il faut pas voir ça du fait que c'est de la publicité, mais c'est plutôt on vous offre des expériences de pêcheurs et on vous donne des commentaires sur un article. Alors, oui, c'est clair que cet article-là, on le met en avant, et si on le met en avant, c'est qu'on n'est pas contraire. Tu vois, moi, ça dépend peut-être des youtubeurs, mais moi, jamais je n'ai mis en avant des articles de pêche en disant c'est les meilleurs du monde, alors que j'y pense pas. Ouais, ça, on est d'accord. Faut être transparent, sinon. Un bon exemple ici, c'est chez Yozuri, il y a le knucklebait, c'est un leurre à la place, ça ressemble à un spinnerbait. Ouais. À la place d'une palette tournante, c'est une boule qui bouge. Ouais. Et avec une bille à l'intérieur qui fait du bruit. Ouais. Pour expliquer la petite histoire avec ça, quand le gars de chez Yozuri m'a contacté en me disant on a un nouveau produit révolutionnaire, je dis ouais, révolutionnaire, il fait voir. Et il me montre le truc, je dis effectivement ça n'existe pas ce truc-là, c'est révolutionnaire parce que c'est un nouveau style de leurre. Par contre, j'y crois pas du tout. Ça ressemble à rien. On dirait un truc qui sort d'un sapin de Noël. J'y crois pas, tu vois. Je dis, envoie-moi je vais voir. On va tester. J'aimerais bien que tu fasses la communication pour promouvoir le produit, pour que cet article-là, les gens le découvrent, quoi. Je fais, ouais, je veux bien, mais avant ça, moi, je dois aller le tester. Tu sais bien que si je pêche avec et que je fais 0 résultat, je vais pas me forcer à pêcher 4 jours ou 5 jours avec pour sortir une vidéo où j'ai attrapé 2 brochets. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça. Il me dit, ouais, bien sûr, tu le testes. Si t'aimes bien, tu donnes ton retour, ton avis. Donc, il m'envoie le leurre en plusieurs modèles, tu vois. Et je commence à le tester. Je pars en Hollande pêcher le brochet, là où j'ai l'habitude de le pêcher. Donc, je me dis, je vais tester. On était 3 pêcheurs ce jour-là. Et c'est moi qui ai fait les meilleurs résultats de pêche. Et j'ai été vraiment choqué parce que le leurre a super bien fonctionné. Probablement parce que c'est une vibration que les brochets connaissaient pas. Ouais, c'est ça. Et qui a bien marché. Et ça te permet à la fois de faire une vidéo aussi. Il y a des gens qui ont été pêchés avec ces leurres et qui n'ont rien attrapé, tu vois. Et ils m'ont dit après, ouais, t'es clairement un voleur. Je dis, mais j'ai volé personne. Voilà, mais... C'est tout est en image. J'ai fait une journée de pêche, j'ai attrapé 4 brochets avec, le leurre ne peut pas être mauvais, quoi. Donc je vous en ai parlé, comme quoi c'est une nouveauté, ça a bien fonctionné, et je suis positif pour l'avenir de cette découverte de leurre, parce que je suis content. Et c'est vrai que tous mes potes qui ont vu la vidéo, après ils m'ont fait, ouais, t'en as pas dans tes boîtes que je puisse essayer? Bah, tiens, bien sûr, j'en ai avec, prends-les, essaye. Et tous ceux qui ont essayé, ils ont bien pêché, ils ont attrapé pas mal de brochets avec, donc... ouais, c'était plutôt un bon leurre, mais c'est vrai que derrière, il y a quand même des gens qui n'ont rien attrapé avec ce leurre et qui m'ont dit, ouais, c'est un vol, tu nous as menti. Toi, tu lances, tu attrapes un brochet, nous on lance, on n'attrape rien. Ouais, mais ça reste la pêche, quoi. Ah oui, mais ça, il n'y a jamais d'acquis. À des endroits où il n'y a pas de brochet, ben, c'est pas possible que tu en attrapes, tu vois. C'est pas un leurre miracle. Il n'y a pas de leurre miracle, ça n'existe pas en fait, les leurres miracles. Je crois que sur le marché, tu as 1 million de leurres. Avec les 1 million de leurres, tu peux attraper des poissons.
Par contre, il y en a qui vont servir plus pour pêcher de la perche, d'autres plus pour le brochet. Ça va jamais t'assurer d'attraper forcément un poisson. Qui vont bien pêcher dans les canaux. Voilà, je crois que là, c'est l'expérience du pêcheur qui prime et l'endroit de pêche aussi qui fait beaucoup. Ouais. Tu réponds parfaitement aux questions. Parfait. C'est vrai ? Ouais. Du coup, comment ? C'est pas trop long ? Bah non, ça va. Non, ça, au moins c'est complet, on va dire. Donc du coup, ouais, comme tu l'as dit sur ta chaîne, tu fais des vidéos de tests de matériel. Tu te fais aussi passer, comme un débutant quand tu vas à Decathlon pour par exemple acheter des produits pour la truite, etc. Et j'ai remarqué que c'était des vidéos qui avaient quand même pas mal de vues parce que ça plaît, on va dire, c'est plus destiné aux débutants. Ça leur parle plus. Du coup, je voulais savoir si tu avais 2-3 conseils à leur donner, histoire de, s'ils connaissent pas la pêche, histoire qu'ils prennent un petit peu de plaisir au bord de l'eau, sans forcément prendre des poissons un brochet d'1,20 m ou quoi, du premier coup, quoi. Ouais, c'est vrai. Quand on débute la pêche, parce que moi ça remonte il y a 8 ans, la pêche au carnat, j'avais déjà des notions de pêche en plus, donc je savais lancer, etc. C'est clair que quand on débute, on est dans le néant et dans le flou total. Ouais. Et la plus grande question qu'on se pose à chaque fois, c'est on va à la pêche, on rentre, on n'a rien attrapé, et on se demande si on a pêché dans un bon endroit de pêche, ou bien si on est tout simplement nul à la pêche. Tu vois. Et ça, c'est toujours la question que le débutant va se poser. Et c'est une question qui trouve seulement réponse quand on a contact avec des personnes qui sont déjà pêcheurs, qui eux attrapent des poissons. Et il n'y a rien de tel que des groupes Facebook, des chaînes YouTube, des guides de pêche. C'est toutes les facilités qu'il y a aujourd'hui pour aider un débutant à se dire « Ok, à tel endroit, le gars il a pêché à tel endroit, dans telle ville, dans tel lieu. Le mec a attrapé des poissons, donc je sais qu'ils sont là. Il a pris avec telle leurre. Il n'a plus qu'à recopier la technique. S'il attrape rien, là il pourra se dire « Ok, c'est peut-être parce que c'était un mauvais jour, je vais recommencer une deuxième fois. » S'il fait 2 ou 3 fois et qu'il attrape rien, il pourra se dire, ok, il me manque de l'expérience en tant que pêcheur parce que j'ai utilisé exactement ce que les autres ont utilisé et que les autres, ils ont attrapé du poisson. Mais voilà, c'est des points de repère comme ça qui sont nécessaires. Et donc, les conseils que moi, je pourrais donner à un débutant, c'est, par exemple, si vous voulez commencer à pêcher à la truite, j'ai fait toute une série de vidéos, par exemple les Decathlon, qui étaient destinées à ça. Le but de ces vidéos, c'était vraiment de dire, ok, je me mets dans la peau d'un débutant et je vais à la pêche. Et je vous montre comment je pars de zéro, en fait. Je vais dans un magasin, j'achète du matériel pas cher. Avec ce matériel pas cher, je vais aller au bord de l'eau, je vais utiliser les matériels que j'ai achetés. Je vais vous expliquer comment je mets en place ma ligne, comment je jette mon flotteur, les petits trucs. En rivière, par exemple, je mets un verre de terre et un bouchon, je pêche dans le courant. J'ai carrément pris j'ai fait une vidéo, il a bien fonctionné avec la pêche au bouchon, donc c'est vraiment la pêche de base. J'ai vu ça. De lancer, de faire tomber et de faire couler son montage. J'ai carrément pris un gars qui n'avait jamais pêché, tu vois, qui m'avait une fois dit, ouais, j'aimerais bien une fois aller à la pêche, j'ai jamais fait ça et je rêverais un jour d'attraper une truite. Et donc je l'ai emmené et j'ai trouvé le concept génial parce que, même si j'essaie de me remettre parfois dans la peau d'un débutant, c'est compliqué parce que j'ai de l'expérience. Vaut mieux être avec un débutant qui pose des questions. De prendre quelqu'un avec moi qui est totalement débutant. Il m'a posé des questions où là, je me suis dit, ah ouais, purée, c'est encore pire que ce que je pensais. Tu n'aurais jamais pensé à expliquer ça, mais finalement. C'est vrai, quand j'ai commencé, je me posais aussi ces mêmes questions. Ouais. Et donc là, le concept des vidéos, il est vraiment génial parce que du coup, je repars de zéro et je m'aide de personnes qui partent de zéro et qui me remettent vraiment dans la situation d'un débutant et j'essaie d'apporter. Et c'est pour ça que ces vidéos, elles ont super bien fonctionné parce que de un, j'en ai fait une belle communication, donc elle a été fortement vue. Et j'ai touché beaucoup de nouveaux pêcheurs, et ces nouveaux pêcheurs, ils se sont retrouvés totalement dans cette vidéo, parce qu'ils se sont dit, oh purée, moi je pars de zéro, et le mec, il m'explique tout de la base, quoi. Et les questions dont je me pose, je les retrouve dans la vidéo, quoi. J'ai les réponses. Dans la vidéo. Format vidéo, ça plaît en plus. Toutes les questions, parce que un lieu de pêche n'est pas le même qu'un autre, mais je réponds à travers ces vidéos à beaucoup de questions. Et je l'ai fait pour la truite, et je l'ai fait pour débuter au carnassier, pour la pêche du brochet, surtout la pêche du brochet. Ouais. Donc, du coup, j'ai fait ces 2 concepts-là. Les 2 concepts sont cool. Et moi, je vous invite, si vous êtes débutant et que vous suivez ici cette vidéo, je vous invite à aller voir. Donc, tu pourras peut-être mettre les liens en dessous dans la description.
C'est vraiment des vidéos qui sont destinées pour les débutants. J'ai carrément été pêcher. Enfin, moi, j'ai du matériel de pêche. Enfin, j'ai par exemple des cannes à 300-400 euros ou des ensembles à 500 euros chez moi. J'ai été pêcher avec des ensembles à 50 euros, quoi. Donc, je suis vraiment diminué en gamme et je donne des retours sur les articles de pêche, quoi. Donc, j'ai pêché avec une canne à 50 euros et derrière, je dis, bah, j'ai eu du mal à pêcher, quoi. Hein? C'était, je sais pas, je lançais dans les arbres et tout. Je me suis retrouvé comme un débutant. Donc, finalement, c'est le genre de canne. Dire, ok, tu peux aller pêcher avec ça, mais tu te mets en difficulté. Tu sais déjà pas pêcher et tu prends du matériel qui va pas vraiment t'aider, quoi. C'est des bons retours, tu vois. Là-dessus, je me suis dit, ouais, purée, je suis repassé comme un débutant. J'arrive pas à pêcher, je lance partout dans les arbres et tout. Et en fait, quand tu montes un petit peu en gamme, bah, il fallait pas monter beaucoup plus cher. Hein. On arrivait genre à 70 euros et là, on avait des ensembles qui était super bien et qui pêchait super bien et qui me permettait de pêcher plein de brochets quasi comme je le fais tout le temps. Donc, tu as un peu moins de sensation et de résonance, ce que tu vas gagner quand tu montes en gamme de prix. Mais ça me permettait de pêcher correctement, tu vois. Donc, voilà, acheter un ensemble à 40 euros, enfin, moi, à travers ces vidéos, si vous les regardez, vous allez voir que je déconseille un petit peu parce que c'est plutôt se dégoûter de la pêche. Et partir sur des ensembles un petit peu plus chers, hein, c'est pas beaucoup plus cher, il faut monter à genre 60-70 euros. Et là, on a vraiment des ensembles de pêche qui commencent à être de qualité et qui permettent surtout de pêcher correctement. Ouais, c'est surtout ça, quoi. Ouais, ok. Bon, bah parfait alors. Et du coup, maintenant une question voyage, parce que tu voyages beaucoup, à la fois en Hollande. Donc toi, tu habites en Belgique, donc c'est ça, voilà. Et donc t'es... Bruxelles, ouais, donc dans le centre de la Belgique. Voilà, et donc du coup, par rapport à chez moi, par exemple, la Hollande, c'est quand même beaucoup plus proche chez toi. Et donc tu vas souvent dans les polders pêcher. Dernièrement, tu es allé en Laponie suédoise, donc pour aller pêcher les carnassiers et le saumon royal, etc. Et du coup, comment dire, les voyages de pêche, c'est un peu la destination un petit peu phare pour les pêcheurs. Voilà, c'est, comment dire, ça fait un peu rêver. Si tu pouvais nous dire ce que t'ont apporté un petit peu ces voyages en termes de, comment dire, de nouvelles connaissances, est-ce que quel point positif tu peux en tirer et des points négatifs aussi s'il y en a. Et voilà, nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à vivre un peu si on va à la pêche à l'étranger. Ok, ben... De un, moi je me dis que les voyages, c'est le summum de la pêche en fait. Je vais repartir sur le concept de la pêche de base. Pour moi, la pêche, c'est surtout sortir de chez soi, d'aller découvrir, de rencontrer des personnes, de rencontrer des nouvelles cultures, de découvrir des gens, mais aussi des nouveaux endroits qu'on connaissait pas. Donc moi, à travers la pêche, je découvre des villes, je découvre des rivières, une partie de nature que tu vois pas. Donc se retrouver par exemple au milieu d'une rivière et d'avoir des martins pêcheurs qui te passent à côté quand tu pêches, ou bien moi ça m'est déjà arrivé, j'étais sur mon flottube et j'étais au milieu d'un lac et puis il y a un cerf qui a traversé le lac, tu vois, il est passé à quelques mètres de moi. C'est des choses que tu pourrais pas vivre si tu ne pratiques pas la pêche, parce que si tu pourrais le vivre si tu fais par exemple de la photo nature où tu es caché dans une tente ou des choses comme ça, mais en tant que pêcheur en fait tu rentres en symbiose avec cette nature et puis tu découvres des trucs de fou. Et voilà, moi c'est le concept de la pêche de base. Et en fait dans les voyages tu vas vraiment aller découvrir des nouvelles cultures, tu vas aller découvrir des endroits de pêche. Et ça te fait voyager en fait. T'as le concept de dire je pars en voyage, non pas juste pour découvrir un pays, mais parce que je vais à la pêche, quoi. Ouais, c'est un truc en plus. T'as un objectif, c'est je vais aller à la pêche, donc je vais aller découvrir la nature. Comme t'as des gens ils kiffent faire des city trips et découvrir des villes parce qu'ils aiment l'histoire, tu vois, parce qu'ils aiment l'histoire. Alors ils vont dans une ville, ils vont découvrir l'histoire de la ville. Nous en tant que pêcheurs, ce qui est cool, c'est que t'aimes la nature, parce que si t'es pêcheur, d'office, t'aimes la nature, t'es tout le temps en contact avec la nature, donc tu la respectes, etc., tu la trouves, tu l'apprécies. Et quand tu pars en voyage, t'as ce côté, je pars découvrir la nature, mais avec mon côté pêche, tu vois. Et voilà, moi, si je peux vous donner un conseil, vous kiffez la pêche, n'hésitez pas à créer un voyage de pêche, parce que ce sera les plus beaux voyages que vous allez pouvoir faire, quoi. Moi, c'est mes meilleurs souvenirs que j'ai jusqu'à présent de voyages, c'est des voyages de pêche, quoi. Et ici, j'ai fait la Suède, là, comme tu disais, la Laponie, donc c'est le nord de la Suède. Et j'étais jamais parti dans des pays nordiques. Enfin, j'étais parti au Québec, donc, mais c'est un autre continent. Mais ça ressemble fortement. Moi, j'appelle ça un peu le Canada européen, tu vois, après ce que j'ai vu, parce que c'est Canada plus ou moins
la même latitude et donc on retrouve un peu le même biotope avec des sortes de pins, des forêts de pins, etc. Et presque pas d'habitation, presque pas de pêcheurs non plus. Il n'y a pas beaucoup de pression de pêche là-bas. C'est pour ça que c'est un pays qui est fort convoité par les pêcheurs parce qu'on y retrouve tout ce qu'il faut. Mais c'était dépaysement total, quoi. Et puis là-bas, c'est des Français, mais c'est des Français qui sont installés là-bas depuis déjà quelques années. Et donc, ils nous ont fait découvrir un peu les cultures locales. Enfin voilà, c'est toujours partir en voyage sans guide. C'est pas du tout la même chose. Moi, je conseille vraiment de partir avec un guide. Après, ça coûte plus cher, mais tu avances sur ma question là. Il vous donne aussi l'histoire, il vous explique l'île. Quand on était parti, là, on voyait pas en vidéo parce qu'il y a plein de trucs qu'on voit pas en vidéo, mais il y avait une ville qui était juste à côté qui s'appelle Boliden. Et en fait, c'est un endroit où il y a des mines d'or, tu vois. Donc, il y a plein de chercheurs d'or qui vivent dans cette ville et qui cherchent de l'or, quoi. Et donc, on était juste à côté et donc, ils nous ont fait un petit peu visiter et tout. Moi, je trouvais ça, c'est des choses que tu peux pas vivre quand tu restes chez toi, dans ton petit village, même si le petit village dans lequel tu vis ou dans la ville dans laquelle tu vis, tu la connais par cœur, elle est à tes yeux, même si elle est très intéressante à tous les niveaux, elle est à tes yeux quelque chose que tu connais. Et partir en voyage, c'est apporter des découvertes et apporter quelque chose que tu connais pas. Et ça, basé sur le concept de la pêche, c'est la pêche qui t'emmène voyager, tu vois. Et moi j'adore ça. Donc, des voyages de pêche, je vais probablement encore en faire. On est toujours un peu limité financièrement et puis même en temps de disponibilité parce que on a quand même des choses à faire, il faut travailler, etc. J'ai pas l'occasion de profiter de la vie comme ça tous les jours. Il y a quand même des obligations dans la vie qui fait qu'on n'a pas tout le temps de profiter, mais ouais, on rêve tous d'être comme un Cyril Choquet ou quoi, où notre travail est de voyager et de pêcher, tu vois. C'est le rêve de tous les pêcheurs, je pense. Donc, les vidéos de voyage, c'est des choses que j'ai appréciées, ouais. T'as apprécié à visionner, à monter aussi, et à partager aussi. Ouais, totalement. Après, c'est beaucoup de travail, parce que quand on part ici, quand je suis parti en Suède, tu y allais une semaine, c'est 3 ça? caméras, une semaine, un drone, tu vois, et quand tu fais le montage de vidéos, tu vas visionner les fichiers des 3 vidéos. Pour garder la pour garder la chronologie et faire un beau... Ça, tu vas revisionner puis recondenser et en faire 10 minutes, tu vois. Mais juste le temps de visionnage, il faut imaginer que tu filmes pendant peut-être 10 heures de pêche, 3 caméras. Donc, tu as déjà environ 30 heures de vidéo à regarder. Et tu fais ça en 10 minutes. Alors, évidemment, tu vas pas regarder les 30 heures, tu vas zapper dans la vidéo pour aller chercher les moments clés. Tu essaies de te rappeler les moments en question. Mais c'est des vidéos qui te prennent entre 15 et 20 heures de travail, tu vois, pour sortir une vidéo. Ouais, c'est ça. De 10 minutes. C'est énormément de travail. Donc, et en plus, tu pars. Ici, j'étais parti. Moi, je suis parti 10 jours là-bas en Suède. Donc, j'ai pêché 10 jours. Il n'y avait pas de stop. Donc, on a vraiment pêché 10 jours. Et en 10 jours, j'ai fait 10 jours de vidéo. Derrière, je pensais qu'en un mois, j'allais pouvoir traiter le truc. Et j'ai mis 3 mois, quoi. Parce que j'avais pas tout le temps du temps libre pour pouvoir faire des montages c'est surtout vidéo. ça, J'avais mes enfants à côté, je sais pas me concentrer, tu vois, ou bien je dois m'occuper d'eux, je dois faire à manger. Alors il y a toujours des trucs à faire, c'est les obligations de la vie. Donc, c'est ça. Être youtubeur aujourd'hui, en tout cas dans la pêche, c'est pas quelque chose dans lequel on peut vivre. Même si les sponsors et tout ils sont là, il faut savoir que même les marques de pêche et tout, elles ont difficile. Il faut savoir que même s'il y a de plus en plus de pêcheurs, les gens achètent moins en moins parce que la vie elle est dure pour tout le monde. Et donc les sociétés, il y en a qui se portent bien, mais il y en a qui se portent pas super bien non plus. Donc payer un youtubeur pour promouvoir des produits ou des trucs comme ça, c'est des choses qu'ils ne font pas ou presque pas. Donc recevoir un article de pêche, c'est bien, mais ça te permet d'aller à la pêche, mais ça te permet pas de vivre, quoi. C'est ça. Donc il y a le gros décalage entre ce que ça te prend et ce que ça continuer à offrir des contenus et du divertissement et en même temps avoir quelque chose qui te permette de vivre. Dans la pêche, moi je crois que c'est pas possible, quoi. Allez, je suis quand même, comme tu disais, dans le top des si nombres toi, de vues, tu n'y arrives pas... Et même moi, je peux déjà vous dire que quand tu es dans le top, tu peux pas vivre de ça. Donc, il faut... pas dans la pêche, quoi. Ça doit rester un divertissement. Et les gens qui regardent ça, ils doivent pas oublier qu'on est là pour faire plaisir et qu'on sacrifie un peu notre temps libre pour eux, quoi.
Ok. Ouais, Donc aussi, carrément. parce que ça nous fait plaisir de le faire, mais tu sais, si je mets des vidéos ou dans les vidéos, maintenant, il y a tout le monde qui met des messages, c'est nul, c'est du déjà vu, des trucs comme ça, je vais arrêter, quoi. Tu vois, Ouais, ouais. le but, c'est si les gens montrent que ça leur plaît pas, moi j'arrête, hein, ça n'a plus de sens. Mm. Je ne fais pas pour Ouais, gagner de l'argent, quoi. ouais, c'est pas mal. Et du coup, Et donc, t'as... pour en revenir, tu me poses la question avec les articles comme les casquettes, Ouais, etc. Donc, avant, je fonctionnais avec un site qui s'appelait Fish Explorer et ouais. il mettait les produits en vente là directement. Chose que j'ai arrêtée. Donc là, maintenant, il y a encore possibilité d'avoir des casquettes et de soutenir la chaîne. Bah, déjà, c'est des casquettes de qualité Ouais, qui permettent de véhiculer l'image Fishtick, là, comme vous ouais, pouvez la voir. ouais. Après, c'est aussi une forme de soutien de la chaîne parce que c'est clair que il faut les acheter. Enfin, moi, je dois les acheter les casquettes. Je les revends à un prix plus cher. Ça me permet de gagner un peu plus d'argent. Et l'argent que je gagne, ça me permet de faire des voyages de pêche, De mettre dans ton m'acheter du matériel matos. de pêche. Ouais. Voilà, c'est une sorte de contribution. Puis après, je gagne un petit peu d'argent à chaque fois que je mets des vidéos sur YouTube. Je le disais tout à l'heure, ça fluctue entre 150 et 300 euros. Ça dépend du nombre de vues qu'on a fait. C'est clair que si on met 4 vidéos sur un mois ou on en met une, derrière, ça représente pas du tout la même chose. Ouais. L'argent qu'on gagne sur YouTube, en fait, c'est le visionnage des publicités. Donc, quand tu lances une vidéo sur YouTube, tu as par exemple, au tout début, souvent, tu as 5 secondes de publicité, puis tu peux lancer la vidéo. Ouais. Ces 5 secondes-là, en fait, ça monétise un petit peu ta vidéo. Tu gagnes des cents. Tu vas gagner 1 cent quand quelqu'un regarde une vidéo, mais le fait d'être vu peut-être 10 000 fois, tu vas gagner 10 euros sur une vidéo, quoi. Ouais, c'est pour ça, plus t'as de vues, plus en soi t'es rémunéré. rémunéré. Une vidéo, tu gagnes 10 euros. Bon, voilà, t'as compris, ça fait 1 euro de l'heure. Ouais. Voilà. Donc c'est cool. On a besoin, en tant que youtubeur ou blogueur, etc., on a besoin du soutien des gens. Et quand les gens aiment bien ou ont kiffé une vidéo ou un blog, ça les aura aidés, c'est important qu'ils mettent un pouce bleu et c'est important qu'ils mettent un commentaire, même si parfois ça paraît débile. C'est hyper important. Celui qui a créé, qui a fait le contenu. Ouais. Ça montre qu'il fait pas ça pour rien et que ça plaît, quoi. Ouais. C'est ça, ouais. Bah oui, mais le but c'est de partager. Si on n'a pas le retour de le partage était chouette, ça n'a pas. Ça a aucun sens. Ok. Du coup, tu parlais de guide de pêche. Et bon, honnêtement, je pense que sur une semaine de voyage, un guide de pêche, c'est essentiel parce que sinon, entre guillemets, tu vas te gâcher un peu le séjour parce que tu vas pêcher peut-être mal ou dans pas forcément les meilleurs endroits. Mais je voulais savoir un petit peu si par exemple tu fais des voyages un peu plus longs qu'une semaine, par exemple 3 semaines, un mois. Est-ce que là tu conseilles de prendre un guide ou tu conseilles simplement de faire tes propres expériences ou voilà. Moi, je le fais pas. Je pars parce que je peux pas. J'ai pas l'occasion de partir 3 semaines comme ça. Mais si je devrais le faire, je prendrais pas un guide pendant 3 semaines. Tu vois. Je prendrais par exemple un guide la première semaine où il m'expliquerait toutes les zones, etc. Et puis les 2 semaines qui suivent, en fonction de tout ce que le guide m'a appris, j'irai repêcher, quoi. Bon, après, quand tu pars en voyage, il te faut quand même, soit tu pêches du bord, mais c'est pas toujours facile. Donc, si tu as l'occasion de louer un bateau ou des choses comme ça, c'est toujours cool. Maintenant, le guide, il va te donner les infos de base. Il va te faire découvrir les lieux, il va te montrer directement. Et il connaît les zones de pêche, il sait où pêcher. Tu vois, et c'est les questions que tu te poses toujours. Donc, même quand tu n'es pas débutant, on en revenait tout à l'heure avec les débutants, tu te dis, est-ce que c'est moi qui pêche mal ou bien est-ce que je pêche dans un mauvais endroit, tu vois? Quand tu pars en voyage, même quand tu es expérimenté, tu te poses aussi des questions. Tu te dis, purée, mais est-ce que je pêche au bon endroit? Est-ce que ce genre de technique, elle fonctionne dans ces contrées? Tu sais pas, tu vois. Et quand tu as un guide, le guide, il va répondre directement à toutes ces questions-là. Et en gros, tu perds pas ton temps. Donc, moi, je conseille vraiment de prendre un guide, même si parce qu'un guide, c'est plus ou moins 200 euros la journée, quelque chose comme ça. Mais même si tu prends 3 jours de guidage, ça coûte 600 euros, mais ça te permet de ne pas foutre ton voyage en l'air. Il faut savoir que du temps libre, on n'en a pas spécialement beaucoup. Quand tu te payes une fois un voyage de pêche, il faut qu'il soit réussi, quoi. Ouais, autant mettre le paquet et se régaler, quoi. J'ai par exemple pas mal de monde, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos en Hollande, là dans les polders, c'est une chouette zone de pêche pour le brochet du bord. Il y a plein de monde quand même qui m'envoie des messages en me disant salut Len, je suis actuellement en Hollande, et ça fait 3 jours qu'on est là, on galère de fou, on a attrapé 3 brochets, on est 3 pêcheurs, donc en gros ils ont fait 1 brochet par jour, par pêcheur. Ils sont là genre purée, dans tes vidéos t'attrapes plein de poissons. Ouais, mais moi je peux être guide carrément là-bas. Je connais les zones de pêche, je sais comment pêcher,
connais les conditions météo, quand ça fonctionne, quand ça fonctionne pas. Quand il y a du vent, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme leurre. Voilà, c'est l'expérience du pêcheur qui parle. C'est un peu ça. Mais le gars qui s'y connaît pas, il va là-bas, il voit les vidéos, il se dit ouais, c'est une pêcherie. Tu vois, tu vas jeter 3 fois, tu vas attraper un brochet. Bah oui, parfois ça fonctionne parce que tu vas arriver juste dans un pic d'activité de brochet, ou bien tu vas arriver et tu vas pêcher n'importe où et tu vas tomber juste dans une super bonne zone de pêche. Ouais. Ça arrive. Mais t'as des gens, ils se font la gueule aussi. T'as des gens, ils vont là-bas, ils vont 3 jours, ils ont fait 800 km pour aller là, ils restent 4 jours, et sur les 4 jours, ils sont dégoûtés de leur voyage, quoi. Ils reviennent après, ils ont dit, ouais, c'était super beau, mais par contre, en termes de pêche, c'était nul, quoi. Ouais. Ils disent, on a loupé quelque chose. Je dis, bah ouais, vous avez loupé quoi? Vous avez loupé le fait que vous n'avez peut-être pas pêché aux bons endroits, dans les bonnes conditions. Ouais, c'est ça. Voilà, t'aurais pris un guide de pêche au moins une journée, t'aurais tout compris là-bas, quoi. Ouais. C'est ça. Donc, ouais, moi je conseille vachement de prendre un guide de pêche. Ouais. Tu avances sur mes questions, c'est super parce que j'allais te parler des polders maintenant. Ah, bah, et donc, du coup, je voulais savoir, parce que quand on pêche en France, on va dire que c'est pas du tout le même environnement parce que les polders, si je me trompe pas, j'ai jamais eu la chance d'y aller, mais la profondeur c'est environ dans les 1 mètre d'eau, un peu partout. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, je voulais savoir. 50, ouais, voilà, donc c'est relativement peu profond. Et est-ce que, par exemple, comme c'est un environnement qui est assez différent de celui en France, t'as un petit peu... comment t'abordes, toi, les zones dans lesquelles tu pêches dans les polders? Est-ce que t'as la vitesse de récupération qui est en fonction de la saison ou simplement des conditions de la journée? Enfin, moi, je sais pas. Enfin, c'est une question que je me pose, donc je me suis dit, si toi, tu regardes la vidéo, tu peux te la poser aussi. Donc, je me suis dit, comment t'abordes un petit peu la... Comme il n'y a que 1 mètre de fond, est-ce que un brochet, s'il voit un leurre, il va forcément y aller, même si l'eau est froide ou non ou... Ouais, alors je vais te résumer ça assez simplement. La pêche en polder, ça ressemble très fort à la pêche en lac, peu profond. Donc tu trouves assez facilement des lacs un peu partout, même en France, où tu n'as pas beaucoup de fond et tu as pas mal de végétation. Mais ça ressemble très fort à ça, sauf que là, tu as des canaux de partout, quoi. Ouais. Et ces canaux, il y a un peu de courant aussi, parce que parfois, tu as des pompes qui se mettent en route, et donc ça crée des courants dans ces canaux. Donc là, il y a un peu d'expérience, mais de manière générale, c'est des zones qui sont faciles à pêcher. Et quand je dis facile, c'est parce que tu sais que tu as 1,50 m de fond, que le truc fait 3 mètres de large, tu as un pont, tu peux pas louper, quoi. Tu vois, tu sais que en hiver, les brochets vont être sous les ponts, tu vois, parce que là, ils vont retrouver une chaleur, là, et puis ils vont être entre le passage, t'as les alevins qui vont passer à travers le pont, ils vont être au milieu, ils ont plus qu'à les choper, donc c'est une question de facilité. Les brochets, c'est des gros fainéants, ça, il faudra jamais oublier. Donc, en plus, en hiver, quand ils sont en période où la température de l'eau avoisine plus ou moins, je parle, les 3 degrés ou quelque chose comme ça, ils sont encore plus lents dans leurs activités, donc il faut utiliser, tu parlais de la vitesse de récupération, ben oui, en hiver, on va pêcher beaucoup plus lentement, ouais. On va utiliser des leurres qui ont un peu plus grande taille, et on va utiliser des vitesses de récupération qui sont très très lentes. Donc quand tu pêches dans 1 mètre ou 1,50 m de fond, on utilise des leurres qui sont même pas plombées, voire plombées avec des têtes plombées de 5 grammes ou des choses comme ça, donc c'est vraiment très très léger. Ce qu'on appelle les montages shallow, hein, donc destinés à la pêche en eau peu profonde. Et c'est les techniques qu'on utilise beaucoup là-bas. Après, en été, ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'herbiers. Donc, les bordures, ça devient quasi impêchable. Tu vois, après 2 lancers, tu ramènes, c'est foutu, t'as une algue dessus, ça pêche plus. Donc, on doit commencer à utiliser des montages texans, etc. Donc là, il faut être un peu plus expérimenté dans la pêche, hein. Si moi, je dois conseiller une saison pour aller pêcher en Hollande, c'est en hiver, à partir du mois de novembre, à fin février. Ouais. C'est les bonnes plages parce que là, il y a presque plus d'herbiers. Donc ça permet de pêcher avec tous les types de leurres et de pas trop s'accrocher. Donc là, c'est vraiment la période la plus facile à pêcher. En été, c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande d'avoir une bonne expérience de pêche. Donc, voilà, si vous êtes débutant et que vous voulez pêcher en Hollande, n'allez pas en été, quoi. Il y a moyen de faire des super belles pêches, mais il y a moyen de faire des bredouilles et facilement aussi, quoi, hein. Ouais, il faut être plus technique. Okay. Ouais. Ok. Bah écoute, les questions sont terminées. Donc, je te remercie d'avoir je te remercie d'avoir répondu aux questions. Franchement, t'as parfaitement répondu. Moi, je te dis bon courage et félicitations parce que je sais ce que ça représente de passer du temps comme ça pour partager. Bah ouais. Et donc, je suis le premier à te soutenir dans tes actions et c'est pour ça que je suis là aussi pour t'aider. Et cette petite interview, c'est cool pour ta communauté, mais j'espère que ça va te permettre aussi d'avoir une communauté qui grandit un peu plus. J'espère. Hein.
Ça, on partage, c'est le but, hein, Voilà. de partager un maximum, quoi. Ouais, c'est ça, je te tiendrai au courant, hein, de toute façon. Bon, ben, c'était Len pour la chaîne Fishtick. Ben, merci d'avoir regardé et merci de suivre son contenu et de montrer votre enthousiasme en mettant un like, un commentaire, comme on en parlait tout à l'heure. Donc, moi, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao! Ciao, merci!